flemmards du 7e art. Aujourd'hui, nous allons parler d'un très grand classique de l'histoire du cinéma américain, et du cinéma tout court même, puisqu'il s'agit selon un institut américain du 6e meilleur film de l'histoire, aussi classé premier au niveau du box-office mondial selon l'inflation, ayant certes fait seulement 400 millions de dollars de recettes à son époque, mais selon l'inflation, il serait aujourd'hui à 3,3 milliards, soit plus qu'Avatar. Vous l'aurez compris, nous allons parler aujourd'hui de Autant n'emporte le vent, réalisé en 1939 par Victor Fleming. Réalisateur pour qui l'année 39 a été exceptionnelle à plus d'un titre, ayant sorti en août de cette année-là aux États-Unis un certain Magicien d'Oz, qui d'après un institut américain a été le film le plus vu de l'histoire, en comptant les visionnages maison, avec les VHS et autres DVD. Il n'a réalisé que 55% des scènes de Autant n'emporte le vent, mais il est considéré comme le principal réalisateur du film, les trois autres s'étant partagé la charge, n'ayant pas eu la même influence artistique. Adaptation du roman de Margaret Mitchell, le film est légendaire à plus d'un titre. En plus d'avoir marqué définitivement l'histoire du box-office, sur les 10 statuettes que le film a reçues aux Oscars, l'une d'elles avait une valeur toute symbolique. En effet, non seulement l'actrice Hattie McDaniel était la première noire nominée de l'histoire des Oscars, mais elle est donc la toute première représentante de sa communauté à avoir reçu un tel prix. Bien sûr, l'actrice principale Vivien Leigh a elle aussi reçu son Oscar, mais on notera un grand absent à cette cérémonie, Clark Gable, reparti bredouille. Il pourra néanmoins se consoler en repensant à sa victoire de 1935 pour New York-Miami. Mais alors pourquoi le film a autant marqué les esprits et pourquoi en parle-t-on encore aujourd'hui? Un mystère que je vais tenter d'élucider pour vous. Vous ne le savez probablement pas, mais l'histoire se déroule entre 1860 et 1880, en pleine guerre de sécession. On y suivra la jeune Scarlett O'Hara, interprétée par Vivien Leigh, jeune fille de bonne famille, d'immigrés écossais. Ils ont fait fortune dans les plantations de coton dans le sud des États-Unis. Une jeune femme fraîche et dynamique, aussi choyée par les siens que par ses domestiques, bien entourée par une armée de prétendants. Mais seulement voilà, il y en manque un. Ashley Wilkes, interprétée par Leslie Howard. Véritable bouleversement dans sa vie, elle va apprendre que ce dernier s'est fiancé dans son dos avec Melanie Hamilton, interprétée par Olivia de Havilland. Une jeune femme élégante et bien sur tous les rapports, mais incroyablement coincée, et qui, d'après Scarlett, ne mériterait pas Ashley. Désespérée, elle se mariera avec le frère de Melanie, sachant que de toute façon ce dernier sera mobilisé pour la guerre. Une guerre que les sudistes pensaient gagner allègrement, mais les premiers jours vont être sanglants, et Charles sera parmi les premiers à mourir. Scarlett partira alors à Atlanta, rejoindre Melanie, où elle attendra elle aussi impatiemment le retour de Ashley, qu'elle continue à aimer en secret. Néanmoins, pendant ce temps-là, la quatrième figure emblématique du film, Red Butler, interprétée par Clark Gable, va tenter de faire la cour à la jeune veuve Scarlett O'Hara. Pendant ce temps-là, la guerre continue de faire des ravages, le sud perd peu à peu du terrain, et Scarlett et Melanie tentent de venir en aide comme elles le peuvent aux rescapés, en travaillant comme infirmières dans les hôpitaux. L'occasion de quelques scènes incroyables, faisant appel à des centaines de figurants. Une fois la guerre finie et que le sud a perdu, Scarlett et Melanie vont alors tenter de rejoindre Tara, la terre que les O'Hara possèdent dans le sud. Un retour terrible où Scarlett constatera la disparition de sa mère et la folie de son père, qui décédera lui-même quelques mois plus tard suite à un accident de cheval. Après un petit entracte, on passe à la seconde moitié du film, continuant dans cette misère post-guerre. Scarlett continuera alors de tourner autour de Ashley, tandis que Red continuera à essuyer des échecs. Bien décidée à refaire fortune, Scarlett ne reculera devant rien, ni même voler le prétendant de sa sœur. Un mari aussitôt choisi, aussitôt parti, puisque ce dernier mourra pour sauver l'honneur de sa femme, attaqué lors d'un de ses voyages en diligence. Ne pouvant toujours pas voir Ashley pour elle, elle se rabattra alors sur Red Butler, jamais lassée de lui faire la cour. Elle ira même jusqu'à se marier avec lui et lui faire un enfant, une petite fille, mais elle ne trouvera jamais grâce à ses yeux. Éternellement éprise de Ashley, son mariage tombera à l'eau à une vitesse éclair, se terminant dans un bain de larmes. En effet, suite à un accident de cheval similaire à celui de son père, sa petite fille va mourir, brisant définitivement ce qui restait de leur couple. Mais le malheur de Scarlett ne s'arrêtera pas là, puisque suite à une dispute avec Red, elle sera bousculée et tombera dans les escaliers, faisant ainsi une fausse couche et perdant son deuxième enfant. Deuxième enfant qui sera fatal à Melanie, qui succombera de sa seconde grossesse. Alors ça y est, enfin, Ashley est libre, lui aussi veuf. Mais c'est alors que Scarlett se rendra compte que depuis tout ce temps elle était tombée amoureuse de Red. Mais détruit par la mort de sa fille, ce dernier partira tout de même. Le film s'achève donc comme ça, alors que Scarlett a tout perdu, ses enfants, ses maris, sa meilleure amie, ses parents, et elle se retrouve alors seule à Tara, la seule chose que le vent n'a pas su emporter.
Car c'est un peu ça la morale du film, tant qu'on a une terre à laquelle se rattacher, l'espoir est permis. Une toute légère lueur d'espoir, mais le film est résolument très sombre. Alors voilà, maintenant vous savez de quoi parle le film, mais tout de même, 3h58, un film de 1939. Peut-on encore en tirer quelque chose aujourd'hui? Eh bien figurez-vous que oui, et il continue encore à marquer les esprits. Déjà parlons du temps. 3h58, est-ce si exceptionnel? Pas tellement si on replace les choses dans son contexte. Pas tout à fait de la même époque, mais pas si loin. Ben-Hur et les 10 commandements affichaient quant à eux 3h32 et 3h40 au compteur. Une durée très longue dans l'absolu, mais ce n'est pas pour rien que le film a reçu l'Oscar du meilleur montage, puisque le rythme est effectivement très bon, grâce à la multiplicité et la complexité de son histoire. La guerre de sécession semble avoir beaucoup marqué les esprits, et nombre de films s'en inspirent avec talent. Les 4 actes du film sont très bien exploités, entre la légèreté, la découverte de la guerre, la misère, et la tentative pour rien et tout s'y a été perdu. Une construction simple mais efficace, auquel on peut ajouter nombre de points techniques remarquables. Pas un pionnier mais presque. Le film était déjà à l'époque en Technicolor. Le résultat à l'image est magnifique, notamment sur les plans symboliques à Tara. Lauréat des prix des meilleures photographies et décors, le film possède le même soin qu'un western et possède quelques paysages sublimes. Mais c'est vraiment d'un point de vue technique et artistique que le film s'impose. On notera par exemple les séquences à la bougie, avec les ombres des personnages se reflétant contre les murs, une très belle prouesse. Et une fois passé le choc générationnel, on pourra aussi apprécier le jeu des acteurs, notamment Clark Gable, dont l'acteur Jean Dujardin s'inspire grandement, et dont le film The Artist est presque un hommage. Une fresque magnifique donc, presque 30 ans en avance sur son temps, avec une équipe technique très au point, une direction artistique irréprochable, des acteurs d'envergure, et un scénario poignant, avec une intensité dramatique intense. Néanmoins, on peut tout de même un peu s'étonner des quelques 16,7 millions d'entrées en France et 400 millions de dollars mondiaux, puisque, rappelons-le, le film est sorti en 1939 aux États-Unis, en 1950 en France, et à peu près pareil dans le reste du monde, soit en plein pendant ou juste après la guerre, alors que le monde est encore en pleine convalescence. Et se rappeler les horreurs d'une autre guerre n'était pas forcément la bonne chose, mais il faut croire que le pouvoir de la compassion a fédéré les foules, contrairement à la guerre qui opposait le Sud et le Nord. Le film est-il parfait pour autant? Eh bien, il n'en est pas loin. Mais si on veut vraiment reprocher des choses au film, on pourra dénoncer le racisme, pas très choquant pour l'époque, mais qui aujourd'hui détonne, comme l'Oscar pour Hattie McDaniel, cliché ambulant de la grosse mama. A noter au passage la triste fin de 3 des 4 acteurs principaux, Vivian Leigh étant effectivement morte de la tuberculose à peine 53 ans, Leslie Howard étant quant à lui mort à 50 ans tué par les nazis, tandis que Clark Gable est mort lui à 59 d'une crise cardiaque. Olivia de Havilland est quant à elle encore en vie, malgré ses 98 ans au compteur. Autant n'emporte le vent est donc un grand classique du cinéma, qui n'a rien perdu de sa superbe, et dont les valeurs véhiculées sont toujours d'actualité. Espérons qu'il continue encore longtemps à traverser les âges, car son statut de légende n'étant rien surfait. On se retrouve donc dans 3 semaines, dans le pire des cas, pour un nouveau flemmard du 7e art. En attendant, vous pouvez suivre l'avancement sur Twitter, ou la nouvelle page Facebook que j'ai créée spécialement pour l'occasion, et abonnez-vous à mon autre chaîne YouTube, sur laquelle ne devrait pas tarder à débarquer un nouveau DJ Protos. Donc vous avez pu entendre un extrait dans le générique. On se revoit très bientôt donc, et faites attention à ce que le vent ne vous emporte pas.